Imaginez, pas de soleil, la terre est gelée. Votre souffle se disperse en un nuage blanc dans l'obscurité. Quand le vent se lève, ce n'est pas la peau qui le sent, mais l'os. Comme si des milliers d'aiguilles s'enfonçaient en même temps dans votre chair. Les doigts d'abord brûlent, puis s'engourdissent, puis ne vous appartiennent plus. Vos poumons ne veulent pas de cet air. Chaque inspiration est une punition qui vous brûle la gorge. Mais cette nuit, personne ne dormira. Les films vous racontent une histoire. Des humains primitifs mangent un fruit par hasard. Leur tête tourne, ils rient. Ils mangent un champignon par hasard, voient des couleurs, ils dansent. C'est un conte, un mensonge romantique, écrit par paresse. La vérité est la suivante. Vos ancêtres n'ont jamais rien fait par hasard. Il y a 13 000 ans, dans la grotte de Rakefet, nous avons trouvé des mortiers creusés dans la pierre. À l'intérieur, des restes de céréales maltées, des traces chimiques, la signature d'une production intentionnelle. Ce n'était pas une découverte, c'était un protocole d'ingénierie. Et ces silhouettes sur les parois rocheuses du Tassili, ces chamans tenant des champignons, n'étaient même pas le souvenir d'une fête, mais un document technique. Vos ancêtres ont appris à modifier systématiquement la conscience. Ils n'y sont pas parvenus par chance, mais par des calculs précis et des données collectives accumulées sur des générations. Cette vidéo ne raconte pas une histoire de survie. C'est l'histoire du plus ancien projet de bio-ingénierie de l'espèce humaine. Abonnez-vous, car cette histoire est bien plus profonde que vous ne le pensez. Regardez le sol de la grotte. Observez ces longues rainures creusées dans la pierre. Ces mortiers profonds. Ce ne sont pas des ustensiles de cuisine. Ce sont les premiers prototypes d'un laboratoire. Il y a 13 000 ans, sur les terres de l'actuel Israël, un groupe de la culture natoufienne s'est rassemblé dans la grotte de Rakefet. Dehors, l'âge de glace rendait son dernier souffle. La terre était encore dure, l'air encore impitoyable. Mais ces gens n'étaient pas réunis ce soir-là uniquement pour manger de la viande. Dans ces mortiers de pierre, ils ont initié un processus qui laisserait les traces chimiques de l'amidon de céréales. Lorsque les archéologues ont découvert ces traces des milliers d'années plus tard, leur stupéfaction fut totale. Les céréales qui ici n'avaient pas été traitées pour faire du pain, mais pour être fermentées. Pensez-y, l'agriculture n'avait pas encore été inventée. Ces gens n'étaient pas encore des agriculteurs. Pourtant, ils collectaient des céréales sauvages, les étalaient sur la pierre, les trempaient, les faisaient germer pour activer les enzymes, puis les broyaient, les cuisaient et les laissaient reposer. Ce processus n'est pas un hasard. Chaque étape exige une intervention consciente. Il faut calculer la durée de trempage pour que l'amidon se transforme en sucre. Il faut gérer la température ambiante pour que la fermentation démarre. Même s'ils ne pouvaient pas nommer la biochimie, ils la pratiquaient. Le résultat n'était pas la bière que nous connaissons. Ce n'était pas quelque chose de brillant, de clair, de froid. C'était un mélange épais, trouble, semblable à une bouillie. Un liquide lourd, à faible teneur en alcool, avec l'odeur prégnante des céréales. Mais l'éthanol qu'il contenait était bien réel. Et ces gens savaient ce que cet éthanol provoquait. Alors pourquoi ? Pourquoi tant d'énergie et de ressources dépensées juste pour s'enivrer ? Il faut ici briser une idée reçue. La production à Rakefet n'était pas un projet récréatif. La grotte était aussi un cimetière, un lieu où l'on enterrait les morts, où les vivants se souvenaient d'eux, un espace où les communautés se rassemblaient à la frontière entre deux mondes. La boisson fermentée était au cœur de ces rituels, à la fois
une offrande pour les morts et une substance qui liait les vivants entre eux. Les funérailles modernes suivent toujours la même logique. Après une perte, les gens s'assoient à une table, boivent et parlent. C'était la même chose il y a 13 000 ans. Le deuil et le lien social se mêlaient dans les vapeurs des céréales fermentées. Cette connaissance a coûté cher. Mais Rakefet n'était qu'un début. Au sud de la Turquie, sur une colline aujourd'hui près de Şanlıurfa, se dressent les structures les plus étranges de l'histoire humaine. Göbekli Tepe. Daté entre 9600 et 8000 avant notre ère, ce site est le plus ancien complexe de temples connu au monde. Et ici aussi, on retrouve une histoire similaire. Pendant les fouilles, les archéologues ont trouvé des centaines de meules à grains, d'énormes quantités d'eau d'animaux, des traces d'abattage de masse et de festins, et au moins 80 fragments de récipients en pierre à parois fines. Le volume de certains de ces récipients atteignait environ 100 litres. Imaginez seulement des récipients en pierre de 100 litres à l'intérieur d'un complexe de temples. Ils n'étaient pas destinés à un usage individuel. Ces récipients s'adressaient à une grande foule. Des gens venus de terres lointaines transportaient des blocs de pierre monumentaux. Ce travail exigeait de la force, mais il exigeait aussi de la motivation. Les chercheurs suggèrent que la construction de Göbekli Tepe nécessitait une organisation sociale massive. Et le carburant de cette organisation était en partie la boisson fermentée. Les gens organisaient ici des festins de chasse collective, produisaient des boissons à base de céréales et tenaient des cérémonies rituelles. Ce qui a permis la construction des structures n'était pas seulement la foi, mais aussi les liens créés lors de ces rassemblements. Il faut ici souligner un point critique. La construction de Göbekli Tepe a commencé avant l'avènement de l'agriculture. Cela signifie que les gens traitaient d'énormes quantités de céréales alors qu'ils ne pratiquaient pas encore l'agriculture régulière. Cette situation a déclenché une question. Dans le monde de l'archéologie, l'agriculture est-elle née du besoin de pain ou du besoin de bière? Les céréales sont-elles d'abord venues comme source d'énergie ou la boisson fermentée est-elle venue pour le rituel et le lien social? La réponse n'est pas encore définitive. Mais la question elle-même nous empêche de voir nos ancêtres comme nous le pensions. Ils n'étaient pas seulement des créatures essayant de survivre, c'étaient des ingénieurs sociaux. Passons maintenant à l'autre bout du monde, dans la province du Henan, en Chine, dans le village de Jiachu. Des poteries datant de 7000 à 6600 avant notre ère ont été découvertes. L'analyse chimique de la surface intérieure de ces poteries a révélé des résultats surprenants. Des résidus de riz, de miel et de fruits, avec des preuves que les trois avaient été fermentés ensemble. C'est l'une des plus anciennes boissons fermentées mixtes au monde, chimiquement confirmée. Un peu de bière, un peu d'hydromel, un peu de vin de fruits. La combinaison de 3 technologies de fermentation distinctes dans un seul récipient. Ce n'est pas un hasard. C'est une formulation. C'est le produit d'un esprit qui comprenait la dynamique de fermentation de différentes matières premières, cherchant à optimiser les goûts et les effets. Le peuple de Jiaou, sans aucun contact avec celui de Rakefet, à l'autre bout du monde, avait atteint un objectif technique similaire. Cela montre que la tendance de l'humanité pour la bio-ingénierie est une caractéristique universelle. Mais l'alcool n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié est cachée dans un domaine bien plus sombre, bien plus mystérieux et bien moins éclairé par la science. Au nord de l'Algérie, dans les profondeurs du désert du Sahara, sur le plateau rocheux appelé
Tassili Nadjer se trouvent des milliers de peintures rupestres. Certaines représentent des animaux, d'autres des chasseurs. Mais certaines sont beaucoup plus étranges, des figures humanoïdes portant des masques, des silhouettes tenant des objets bizarres, des formes au corps contorsionnées, comme si elles dansaient. Lorsque l'ethnobotaniste Giorgio Samorini a étudié certaines de ces figures, il a fait une observation intéressante. Les objets dans leurs mains présentaient une ressemblance morphologique frappante avec les champignons hallucinogènes du genre psilocybe. Certaines de ces figures sont datées entre 7000 et 9000 avant notre ère, soit il y a entre 9000 et 11 000 ans. Le débat est toujours en cours. Certains chercheurs interprètent ces formes différemment, des fleurs, des outils, des symboles abstraits. Mais l'observation de Samorini est prise au sérieux, car le Tassili n'est pas un cas isolé. En Espagne, près de Villar del Humo, dans la province de Cuenca, dans un abri sous roche appelé Selva Pascuala, se trouve un panneau peint daté d'il y a 6000 ans. Sur ce panneau, on trouve 13 figures alignées, des chapeaux coniques, des tiges légèrement ondulées, sans anneaux. Les chercheurs affirment que ces figures correspondent presque parfaitement à l'espèce de champignon hallucinogène Psilocybe hispanica. Et au centre du panneau, il y a la figure d'un taureau. Ce taureau n'est pas là par hasard. Les champignons du genre Psilocybe sont coprophiles, ce qui signifie qu'ils poussent sur les excréments de vaches et de taureaux. Partout où les troupeaux vont paître, ces champignons poussent. La présence simultanée du taureau et des champignons sur le même panneau suggère que ces gens connaissaient cette relation. Ce n'est pas une observation, c'est une information. Suis le taureau, trouve le champignon. C'est une identification systématique. Mais pourquoi ? Pourquoi ces champignons étaient-ils si importants ? Lorsque la psilocybine pénètre dans le corps, elle se lie au récepteur de la sérotonine et désactive temporairement le réseau du mode par défaut du cerveau, la structure qui fonctionne comme le centre du soi. Le résultat, les frontières du moi se dissolvent, la perception du temps se déforme, les signaux sensoriels se mélangent, les yeux fermés, des motifs géométriques apparaissent, des spirales, des réseaux de lumière. Cette expérience est un sujet de recherche pour la neuroscience moderne. Mais il y a 9000 ans, cette expérience était autre chose, une porte vers le monde des esprits. Le chamanisme est un système de croyances qui a émergé dans de nombreuses cultures, isolées les unes des autres. On le trouve dans les steppes de Sibérie, dans le bassin amazonien et dans les forêts d'Afrique centrale. Et au cœur de ces systèmes, il y a toujours la même idée. Un individu entraîné peut, en modifiant son état de conscience, communiquer avec des forces invisibles, guérir des maladies, voir l'avenir et protéger la communauté. Les techniques utilisées pour produire cette expérience varient. Jeûne prolongé, son rythmique du tambour, danse autour du feu et substances psychoactives. Le champignon était l'un de ces outils. Mais attention, un outil. Le chaman n'était pas simplement quelqu'un qui mangeait des champignons. Le chaman était celui qui pouvait interpréter l'expérience du champignon, la guider, lui donner un sens pour la communauté. Cette compétence s'apprenait. Elle se transmettait de maître à élève. C'était un protocole. En Sibérie, il y a une autre histoire. La Manita muscaria. Ce champignon iconique rouge à pois blancs est utilisé par les peuples de Sibérie et d'Europe du Nord depuis des milliers d'années. Mais ce champignon est toxique lorsqu'il est consommé cru. Il provoque nausées, convulsions et effets secondaires graves. Alors comment l'utilisaient-ils ? Les chamans de Sibérie
ont développé une solution étrange, mais d'une intelligence redoutable. Boire l'urine des rennes qui avaient mangé les champignons. Le foie du renne filtre les composés toxiques, tandis que la principale substance hallucinogène, le mucimol, passe dans l'urine, obtenant ainsi une forme biologiquement filtrée et moins toxique. Il est difficile d'imaginer le nombre d'essais et d'erreurs nécessaires pour découvrir cette méthode. Hipkins, mais quelqu'un l'a découverte, quelqu'un a observé, testé, noté le résultat et l'a transmis à quelqu'un d'autre. Cette transmission est un paquet de données. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Et c'est ici que la valeur de ce paquet de données se cristallise. Les communautés du Paléolithique portaient un lourd fardeau. Chaque génération n'avait pas à repartir de zéro. Mais la transmission du savoir n'était jamais garantie. Si l'hiver était trop rude, si une épidémie frappait un clan, si le maître chasseur le plus expérimenté avait un accident, une partie de ce savoir pouvait être perdue. C'est pourquoi préserver et transmettre le savoir était une tâche aussi critique que la chasse. La fabrication de boissons fermentées faisait partie de ce savoir. Quelles céréales fermentaient le mieux? Combien de jours devait durer le trempage? Quand le résultat était-il prêt à être consommé? La connaissance des champignons faisait aussi partie de ce savoir. Quelle espèce était sûre? Où et quand elle poussait? Comment doser? Comment gérer l'expérience? Ces connaissances étaient entre les mains des anciens. Les biens les plus précieux pour le clan étaient les anciens, car ils portaient ce paquet de données. Dans une communauté, une femme de 70 ans n'était pas seulement une bouche à nourrir. Elle était l'archive vivante de décennies d'observation de la fermentation, de décennies de connaissance des champignons, de ce qui fonctionnait. Dans cette équation où il est IM possible de gagner par la force musculaire, vos ancêtres ont fait la même chose. Ils ne se sont pas tournés vers la force, mais vers les mathématiques, la géométrie, la coordination collective. Alors, comment ont-ils planifié cette chasse? Quel terrain leur donnait l'avantage? Comment ont-ils dirigé l'animal? Comment l'ont-ils piégé? Comment l'ont-ils tué? Les réponses attendent sous la terre, dans la pierre, dans l'angle des os brisés. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est le dîner